Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Les Grandes Lignes. Un plaisir de vous retrouver à nouveau. Nous avons le plaisir justement d'avoir comme invité de ce numéro Les Grandes Lignes Sokhna Gaye, Madame Fall. Elle est administratrice du mémorial Bateau le Joola. Avec elle, on va parler de cet édifice qui constitue une grande importance pour les familles des victimes du naufrage du Bateau le Joola. Mais bien avant cela, Madame Fall, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Les Grandes Lignes. Merci Ansoumana. Merci encore une fois à vos équipes et au public qui nous regarde de m'offrir cette occasion pour parler d'un projet aussi important qui est le mémorial du Bateau le Joola. Vous m'offrez une fois de plus une occasion de m'incliner sur la mémoire de tous ces victimes qui nous ont quittés et qu'on n'hésite pas de nous rappeler, de nous remémorer chaque année. Donc vraiment je tiens à parler de ça et tout au plus de rendre un hommage, un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour avoir porté vivement ce projet, pour en faire une commande spéciale, un projet présidentiel qui, depuis 2015, a porté son credo sur la satisfaction de cette doléance qui a duré longtemps et qui n'a pas hésité à placer en ma personne l'administrateur du mémorial, ne serait-ce que pour cette marque de confiance et celle du ministre de la Culture. Je tiens à remercier tout ce monde. Merci. Elle est, je rappelle, l'administratrice du mémorial. Je rappelle qu'en début de semaine, nous avons célébré justement à travers la commémoration du naufrage du Bateau le Joola. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces disparus à travers de ce drame qu'on ne va pas oublier à jamais. Madame Fall, nous allons parler directement du mémorial. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, l'essence justement de cet édifice, l'essence de ce projet. D'où est venue l'idée du mémorial le Joola? Bon, là, vous me posez une question qui a toute son importance. Et j'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de faire une bonne synthèse. D'abord, le projet, il est parti d'une volonté du chef de l'État. C'est un projet qui faisait partie du chapelet de doléances des parents de victimes, qui, entre autres, la réalisation de quais, la mise en place de navires bien performants, bien étudiés pour assurer cette navigation fluvio-maritime entre Ziguinchor et Dakar. Il fallait aussi accompagner ça par un mémorial pour ne pas oublier les victimes de ce naufrage. Donc en 2015, après une vive polémique, le président a pris la décision pour dire le mémorial, il faut le réaliser. On peut le réaliser partout au Sénégal. C'est un drame national, à la limite international. Mais il a dit, puisque Ziguinchor a payé le tribut le plus lourd, donc le mémorial sera réalisé à Ziguinchor. C'est un choix d'abord symbolique. Absolument. C'est un choix pour montrer l'attachement, mais aussi l'appartenance de la plupart des victimes qui étaient de la région sud. Et donc, voilà maintenant, il fallait réaliser ce projet à Ziguinchor. Mais le projet a été réalisé à Ziguinchor. Je rappelle que nous sommes à quelques encablures de la fin de ce projet, bientôt elle sera justement réceptionnée. Nous allons y revenir largement. Mais Madame Fall, vous êtes l'administratrice, je rappelle, de ce projet mémorial le Joola. Quelle est l'importance, justement, la place de cet édifice dans le dossier Joola? Dans le dossier Joola, je pense que le mémorial occupe une place incommensurable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se passer, mais le mémorial cristallise en lui-même l'essence même de ce dossier. Parce que quand on parle de mémorial, on parle d'un ensemble d'éléments
qu'il faut falloir montrer. Oui. Donc, il y a des expositions qui sont structurées autour de grands axes. Oui. Et c'est des expositions pluralité, qui montrent la pluralité de ces axes. Donc, on a d'abord la navigation fluvio-maritime en Casamance, donc toute l'histoire de la navigation fluvio-maritime. On parlera aussi dans ces expositions le naufrage en lui-même, structuré de façon qu'on puisse parler de l'embarquement, de la vie à bord du Diola, avec tout ce que ça symbolise. Donc, parce que le Diola, il faut savoir que ce n'était pas seulement un bateau qui faisait de transport de personnes et de fret. Le Diola était plus que ça parce que c'était une ville flottante. Donc, il y avait de l'art là-dedans, il y avait la musique, il y avait le sport, il y avait le commerce, il y avait tout. Donc, après la vie à bord, on va parler du débarquement. Et le débarquement, après, ce sera la didactique. Donc, les enseignements qu'on doit tirer de ce naufrage. Donc, aujourd'hui, si on structure tout ça, le mémorial ne doit pas être seulement un symbole, un site mémoriel qu'il va falloir être là et pleurer, en faire un mur de lamentation, mais ça doit être un mémoire à la vie. Il faut que les gens en tirent des enseignements pour se projeter dans l'avenir. Et l'architecture d'abord du mémorial, du musée, ça trouve tout son sens parce que tout de suite on pense à un bateau qu'on a devant nous. Absolument. Cette architecture a été partagée. Donc, on est parti vraiment d'une grande ouverture pour inviter à un concours national d'architecture. Et pour aller plus loin, on pouvait dire, c'est vrai, on est l'administration, on a les instruments de contrôle pour faire un choix. Mais on a préféré s'ouvrir à un comité où les parents de victimes ont fait partie intégrante de ce comité. Et pas seulement eux, mais l'ordre des architectes était invité. Et le choix a porté sur cette proposition qu'il a fallu aussi améliorer pour toujours être en phase. Et aujourd'hui, je pense que quand on parle de Diola, quand on regarde le mémorial, il y a une jonction qui est déjà établie. Et aujourd'hui, sur le projet en tant que tel, où en êtes-vous sur la réalisation? Quel est le niveau de réalisation du projet qui n'est pas encore inauguré? Oui, le niveau de réalisation est très avancé. On n'a pas de retard. Parce que vous savez, le BTP tient compte de tous les éléments, des intempéries, des hypothèses et tout ça. Ce qui fait qu'on est dans un planning qui se déroule le plus normalement possible. Et je pense le gros œuvre est fini, le second œuvre, mais vous savez, un projet qui traverse des époques, des intempéries, on a subi de fortes pluies. Donc ça a été les tests grandeur nature. Et aujourd'hui, c'est juste quelques corrections. Et comme vous l'a dit l'autorité, les réceptions vont se faire très prochainement. Il y a d'autres qui pensaient qu'il y a eu retard parce que les dates annoncées jusque-là ne sont pas là. Que vous répondra à cela peut-être? Non, il n'y a pas eu retard. Il n'y a pas eu retard parce que tout simplement, comme je dis, un projet en BTP et on est dans les très grands travaux. Ce n'est pas des travaux de petite nature, mais ça c'est les grands travaux. Vous voyez, on construit en bordure de fleuve. On est dans l'eau. Et mieux, pour étayer ça, on a un bâtiment qui est soutenu avec des structures d'une profondeur de 18-19 mètres. Toujours, pour ça, c'est des tests, comme je dis, c'est des risques qui viennent et qu'il faut gérer. Mais on n'a pas de retard. Ouais. L'inauguration a été annoncée depuis l'an 20 du naufrage. Aujourd'hui, nous sommes
à 21 ans presque de la commémoration qui a été donc faite à Ziguinchor récemment. À quand l'inauguration en fait, Madame Fall? Mais ça, vous avez reçu l'autorité en charge de la culture. Vous avez reçu le professeur Aliou Sow, qui vous a donné une date. Et ce que je vous dis, c'est très bientôt, le mémorial sera inauguré. Et comment ça, à quoi peut-on s'attendre que ce soit inauguré par le chef de l'État ou quoi exactement? Là aussi, vous me posez une question à laquelle l'autorité a répondu. Parce que vous savez, ça c'est une commande du chef de l'État, c'est un projet présidentiel. Et donc je pense que l'inauguration d'un projet présidentiel, ça vraiment la décision appartient à la plus haute autorité. Et je pense que son agenda lui permettra de l'inaugurer très très bientôt. Madame Fall, on a très souvent entendu les familles des victimes évoquer la question relative au renflouement des épaves du bateau le Joola qui a chaviré sur les larges gambiennes. Aujourd'hui, est-ce à dire ce mémorial peut être une alternative du renflouement? Je remercie pour cette question, Ansoumana, mais je pense aussi qu'il faudrait vraiment beaucoup pousser la réflexion. Parce que le mémorial, la réalisation du mémorial faisait partie des doléances des familles de victimes. Le renflouement s'était aussi inscrit. Mais le renflouement, c'est une chose. Quand on renfloue un objet qui est resté dans l'eau pendant des années, il y a tout un processus qui doit suivre derrière. Renflouer, c'est bien, mais penser au traitement et à la conservation, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être invité à votre émission. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire que le service du mémorial a fait la reconnaissance de l'épave du Joola en 2021. En 2021, une équipe de chercheurs en archéo subaquatique a été voir l'épave du Joola pour faire la reconnaissance. Et ils en ont profité pour faire ce qu'on appelle la photogrammétrie de l'épave. Donc, ils ont pris des images, ils ont filmé pour voir la situation exacte de l'épave. Et ce n'était pas seulement suffisant, parce qu'il fallait voir en test qu'est-ce qu'on peut, est-ce que le renflouement est possible. La question se pose jusqu'à présent. Ils sont retournés il y a 1 mois et demi pour ramener les hélices du Joola qu'on est en train de traiter, qu'on est en train de conserver. Donc les experts en conservation vous diront ce qu'il en est d'objets immergés qu'on sort de l'eau, qui sont restés longtemps en contact de l'eau de mer avec toute la salinité qu'on en connaît, et ensuite les sortir, les traiter pour une conservation plus longue. Donc je pense que la question du renflouement, elle est importante. Mais à côté, il y a une autre question qui est plus importante. C'est la conservation et la protection, le traitement réservé à ces objets qui sont sortis de l'eau. Parce qu'il y a toute une science, toute une technicité qui entoure ces faits. Néanmoins, peut-on s'attendre que l'opération est liée? C'est possible, je veux dire. Est-ce possible, selon vous? Bon, la possibilité, vous savez, moi je ne suis pas experte en archéo, en archéo sous-marine. Donc je pense que c'est une question qu'il va falloir réserver aux spécialistes en archéologie sous-marine. Alors une fois opérationnel, le mémorial, je veux dire, le Joola, une fois opérationnel, à quoi peut-on s'attendre comme contenu qui peut matérialiser justement, encore une fois, le bateau Joola? En fait, les contenus, je pense qu'il faut une animation, parce qu'un musée, c'est 3 éléments. Un musée
tu as et le bâtiment, l'infrastructure, tu as ce qu'on appelle les réserves, c'est-à-dire les objets et les artefacts qu'il faut constituer pour avoir des expositions, mais il faut une animation. Et je pense que l'animation de ce mémorial doit être quelque chose de très étudié, de très réfléchi. Parce nul ne doute qu'on est dans une société où vraiment la culture muséale n'est pas très développée. Donc, comment inciter les gens à aller au musée et est-ce que ce ne serait pas les amener, déplacer le musée vers les gens? Tout ça, ça doit être dans les programmes et les projets à mettre dans ce musée. C'est bien possible. Et qu'est-ce que réellement cela peut changer dans la vie socio-culturelle de cette région, la Casamance naturelle, pour ne pas dire le Sénégal? Merci encore pour cette question. Je trouve qu'elle est tout au plus intéressante parce que vous savez, le mémorial, aujourd'hui, vous le voyez, le mémorial, il est imposant, il est bluffant. Et je pense que c'est une infrastructure qui entre dans le processus de requalification urbanistique de la ville de Ziguinchor. Donc ça veut dire un processus de développement qui est enclenché. Le mémorial doit être un creuset pour toutes les spécificités qui peuvent s'adosser à ça pour booster l'économie de la région. Bon, ça, je pense qu'à travers des programmes, des projets, à travers un regroupement de tous les sous-secteurs, le mémorial doit vraiment et va vraiment aider à en faire un levier de développement. On l'espère bien. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Les Grandes Lignes. Nous avons comme invité de ce numéro Sokhna Gaye. Elle est l'administratrice du mémorial Le Diola. Madame l'administratrice, nous allons revenir sur un fait qui tient à cœur aux familles des victimes. On les entend souvent évoquer la gestion de ce mémorial une fois opérationnel. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement sur cette question, la gestion liée au mémorial, aux familles, ainsi de suite? À quoi peut-on s'attendre exactement dans la gestion du mémorial? Merci encore. Et je peux vous dire, le mémorial, le service du mémorial vient de terminer l'étude d'opportunité. L'étude d'opportunité permet aujourd'hui de fixer le mode de gouvernance approprié pour cette infrastructure. Et on a pensé que le mode de gouvernance le plus indiqué, le plus approprié, c'est d'en faire un établissement public à caractère administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera un établissement qui pourra avoir des ressources, mais qui n'a pas la vocation de faire du profit. Et donc, dans ce genre de structure, il y a un conseil d'administration qui s'occupe vraiment du regard, du contrôle, de la surveillance pour la bonne exécution, mais aussi il y a la direction générale qui s'occupe des aspects techniques de la structure. Et voilà aujourd'hui le mode de gestion qu'on a pensé plus indiqué. Par ailleurs, on pensera pour toute structure de cette nature, il faut quand même des ressources qualifiées. Absolument. On est dans un site mémorial, il faut un minimum de qualification pour gérer un musée. Est-ce une réponse à la famille des victimes qui n'ont cessé de demander à ce que la gestion du mémorial leur revienne souvent? Bon, vous savez, encore une fois, je vous dis, moi je n'ai pas la qualification aujourd'hui de dire telle personne va être dans ça. Mais je pense que c'est une question qui a été posée, reposée, pensée et repensée. Et on est d'accord que la meilleure option,
c'est d'en faire une gestion collégiale. Une gestion collégiale où il y aura vraiment des administratifs, des gestionnaires qualifiés, mais aussi vraiment tous ceux qui vont être là pour partager. Et même dans le travail qui n'est pas encore achevé, les familles de victimes ont été associées aux collectes, à la documentation, parce qu'on a entamé des collectes documentaires, des recherches, et tout ça. Et ils ont été associés. Donc c'est une façon d'enclencher, de jeter vraiment les amarres. Parce que souvent on les entend dire qu'à l'issue de ce drame, beaucoup de familles sont disloquées, on pense aux orphelins de la nation et tout. L'aspect insertion pour cette couche aujourd'hui, ou bien c'est ceux-là qui sont victimes de ce drame, pose problème. Peut-être l'espoir est permis avec ce mémorial qui sera justement sous la bannière étatique. Mais absolument, absolument. Tant qu'on vit, l'espoir est permis. C'est ce que nous permet, nous autres, d'être là où on est. On n'a jamais pensé que certains allaient être là pour s'occuper de projets et autres. Donc je pense que, comme on a dit, c'est une gestion, ce sera une gestion collégiale et pluraliste. Et dans la gestion depuis 2015, vous avez le dossier, certainement des difficultés, des incompréhensions. Vous en avez eu. De quoi il s'agit exactement? Absolument, c'est normal. C'est normal et comme je dis, ça a été tout le charme de ce projet. Donc, il y a beaucoup de choses et tout le monde n'est pas averti pour savoir qu'il y a vraiment cette réflexion verticale et horizontale. L'administration, elle est encadrée. Donc, c'est plutôt des incompréhensions. Mais je pense qu'au fil du temps, qu'au fil du compagnonnage, les gens finissent par comprendre. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est ce qui fait le charme de ce projet. Et dans la gestion, vous avez justement, c'est une gestion inclusive. Vous avez justement très souvent donné la parole à ces familles pour se faire sentir dans la réalisation, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Depuis le début, ça a été vraiment une gestion inclusive et participative. C'est ce qui nous a permis, depuis 2015, de pouvoir discuter avec eux, d'avoir les attentes. Et il y a même beaucoup d'études qui ont été faites. C'est un projet quand même qui a traversé le temps avec son lot d'études. Il y a eu une étude d'impact environnemental et social pour voir comment le projet pouvait impacter. Il y a eu une étude d'acceptabilité du projet, comment le projet pouvait être perçu. Et il y a eu une collecte. Socialement parlant d'abord. Oui, l'acceptabilité et tout ça. Donc ça, c'était une étude socio-anthropologique. Et aujourd'hui, la collecte qui continue. Parce que quand on parle de collecte, il y a eu une collecte d'objets, donc d'artefacts, une collecte auprès des parents de victimes et elle ne fait que démarrer. Ça va se poursuivre dans le temps. Pour s'attendre à un musée à l'image du musée des civilisations noires à Dakar. Absolument, mais ce sont des musées complètement différents quand même. Ce musée-là, c'est chargé d'émotions. C'est un musée chargé d'émotions. Plus instructif d'ailleurs. Oui. Et donc, à travers les programmes qu'ils vont développer, moi je pense que dans la fonctionnalité, dans l'opérationnalité, ils vont établir cette jonction attendue entre les populations et leur histoire. 20 ans, pour conter une histoire, ce n'est pas long. Absolument. Donc je pense que ce sera un musée dans l'air de son temps. Messieurs, je rappelle que vous suivez les grandes lignes. Nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission dont nous recevez, je rappelle,
Madame Fall Sokhna Gueye, administratrice du musée mémorial Le Diola. Madame Fall, sur la question où nous allons boucler d'ailleurs cette émission, c'est les perspectives. On s'attend à beaucoup de choses. On s'attend le jour de l'inauguration à avoir beaucoup plus d'informations sur les perspectives que s'attendent justement les populations sénégalaises, en grosso modo, particulièrement ziguinchoroises, sur ce musée implanté justement à Ziguinchor. Oui, bon, comme vous dites, pourquoi attendre l'inauguration? Je pense que les perspectives, c'est ce qu'on est en train de développer. Il faut vraiment que ce musée soit vraiment, comme je vous l'ai dit tantôt, que ce soit un mémorial à la vie. Il faut que la recherche scientifique soit matérielle. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un musée avec des expos. C'est un musée avec des espaces de communication et de sensibilisation. C'est un musée avec une médiathèque. C'est un musée avec des archives. Donc, quand on veut parler de la navigation fluvio-maritime, donc depuis la colonisation, je veux dire que c'est un musée qui va offrir énormément de perspectives. Il suffit que les gens sachent vraiment les tirer au moment opportun. Transition, tout trouvé avant de boucler l'émission. Nous avons vu à l'époque la gestion du dossier était entre les mains du ministre Abdoulaye Diop. Et c'est après que le ministre Aliou Sow qui a hérité le dossier. Comment peut-on comprendre cette transition du dossier d'abord? C'est l'administration qui est continue. C'est un dossier qui a été confié au département de la culture depuis 2015. Entre 2015 et maintenant, il y a eu plusieurs ministres. Donc l'administration est continue. Et c'est un dossier qui continue de rester au ministère de la Culture. C'est à la charge vraiment de la réalisation de ce mémorial. Donc les hommes passent, mais l'administration demeure. Tout à fait normal. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez les grandes lignes et c'en est tout pour ce jour avec Madame Fall, plutôt Sokhna Gueye, administratrice du musée mémorial Le Diola. Votre dernier mot pour cette émission d'aujourd'hui, justement parce qu'on aura l'occasion de vous recevoir justement pour d'autres émissions. Ah, bien entendu. Donc, je tiens quand même à remercier tout le monde. Je tiens à remercier, à renouveler mes remerciements au chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Parce que tout simplement, c'est un musée, c'est un mémorial, une infrastructure qui a été entièrement financée par l'État du Sénégal. Il en a fait un projet de souveraineté. Le ministère de la Culture, à travers ses ministres, à travers son cabinet, à travers ses services, qui ont vraiment développé une solidarité institutionnelle pour aider ce mémorial à voir le jour. Ensuite, l'administration territoriale de la région de Ziguinchor à travers son gouverneur, Guèye Diouf, qui depuis le début était présent et comme je dis, c'est l'un des meilleurs dossiers qu'il a su porter, qu'il a su comprendre. Les parents de victimes, les familles de victimes, les associations qui ont été les premiers partenaires, qui ont permis vraiment de donner beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'aura. Et aujourd'hui, qu'on arrive à mettre ce mémorial. Et ensuite, ma famille. Merci. Je vous remercie. La famille qui vous a véritablement permis de réaliser tout cela, parce que depuis 2015 que là, il faut véritablement avoir du soutien. Absolument, absolument. J'en ai eu et j'en ai beaucoup eu. Merci. Merci à vous, Madame Sokhna Gueye, Madame Fall. Merci à vous également, chers téléspectateurs du groupe Média du Sud de GMS TV, à vous, internautes de GMS Groupe Média du Sud, mais également aux auditeurs de la fréquence modulée, la 89.3. Ça n'est tout pour ce numéro des grandes lignes que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie d'une équipe technique composée de l'ensemble Sadio Sekou Sek, Famara Goudjabi, Cheikh Badji, également Kiorka Diallo pour la réalisation de cette émission d'aujourd'hui. La logistique, c'est une affaire d'Issa Sadio devant ce micro pour la présentation. C'était Ansoumana Da Silva. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission Les Grandes Lignes. À très bientôt.